Lundi matin, open space. Il est 9h quelque chose. Les écrans s'allument un à un. Les cafés sont encore trop chauds. Et, dans la même pièce, 5 vies professionnelles sont déjà en train de prendre des directions différentes sans que personne n'ait convoqué personne. Sophie a 42 ans, consultante AMOA, 8 ans de métier. Elle traduit le besoin du métier pour l'IT. Depuis quelques mois, son client produit ses propres premiers jets. Elle le sait, elle ne le dit pas encore. Karim a 46 ans, architecte cloud et sécurité, 12 ans d'expérience. 3 cycles technologiques traversés sans jamais être en danger. Son téléphone sonne plus souvent qu'il ne le voudrait. Il refuse des missions. Léa a 25 ans, développeuse, 2 ans d'expérience. Elle n'a jamais écrit une ligne de code sans intelligence artificielle. Elle est rapide, très rapide, et personne ne sait encore si c'est un atout ou un risque. Philippe a 51 ans, directeur de projet, 15 ans de boîte. Son équipe est passée de 12 humains à 6 humains et 3 agents. Personne ne l'a formé à ça. Et Youssef a 33 ans, consultant SAP fonctionnel, 6 ans d'expérience, en intercontrat depuis 4 mois. Il a fait 40 heures de e-learning sur l'IA. Il a obtenu son badge. Il l'a mis sur LinkedIn. Et rien n'a changé. 5 personnes, 5 étages d'un même immeuble. Le même mouvement les traverse, mais pas de la même manière. L'intelligence artificielle ne supprime pas l'humain du service. Elle le trie. Et le tri ne demande la permission de personne. Le centre de gravité. L'intelligence artificielle entre dans les ESN. Ce podcast regarde ce qu'elle y trouve. Épisode 4. Les humains du service. Chapitre 1. La machine s'est arrêtée. Pendant des années, le secteur a grandi comme on remplit un train en marche. Puis un matin, la porte est restée ouverte et plus personne n'est monté. Le bruit n'a pas changé, la direction si. Il y a un chiffre que je voudrais poser sur la table avant tout le reste. Un seul. Parce qu'il résume mieux que n'importe quelle analyse ce qui est en train de se passer à l'intérieur des entreprises de services numériques. Sur une période de 9 mois, entre avril et décembre 2022, les 4 géants indiens de l'IT, TCS, Infosys, Wipro, HCL, selon People Matters, n'ont ajouté ensemble que 17 personnes. Pas 17 000, 17. C'était le premier signal, le tapis roulant venait de caler, personne ne l'a entendu. Et puis l'année suivante, le signal est devenu un séisme. Selon les bilans annuels publiés début 2024 et repris par Money Control, les 5 géants indiens de l'IT ont perdu ensemble près de 70 000 emplois nets sur leur exercice fiscal 2024. 70 000. TCS, moins 13 000. Infosys, moins 26 000. Wipro, moins 24 000. Tech Mahindra, moins 7 000. Seul HCL a ajouté un peu plus de 1500 personnes. De 17 embauches en 9 mois, à 70 000 départs en 12. Le temps qu'on trouve les mots, la ville entière s'était déjà vidée. Et quand une ville entière disparaît du paysage, ce n'est pas seulement le marché qui change. C'est le futur que des milliers de gens imaginaient pour eux-mêmes qui se retire en silence. En France, le tableau est différent dans l'échelle, mais la direction est la même. Selon l'OPIEC, l'Observatoire des métiers du numérique, le secteur comptait 606 221 salariés au 31 décembre 2024. En recul de plus de 6 400 emplois nets sur l'année. Et selon Numéum, dans son bilan annuel, les ESN françaises ont réalisé 34,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, en hausse de 0,7%. 0,7. On appelle ça une reprise dans les communiqués. Moi, en mars 2026, avec le recul, j'appelle ça un mirage. Parce que l'année suivante, en 2025, toujours selon Numéum, les ESN ont reculé de 1,8%. Pendant que les éditeurs de logiciels et plateformes progressaient de 8,2%. Le marché numérique ne s'arrête pas, il avance, mais il n'avance plus dans la même direction pour tout le monde. Les éditeurs montent, les ESN descendent. Le même soleil éclaire 2 paysages très différents. Et le signal le plus net est du côté de l'emploi. Selon Numéum et le cabinet Quadra Études, le secteur numérique français est passé de 84 000 recrutements en 2023 à 52 000 en 2024, moins 38% en un an. Le turnover est tombé à 16% contre 22% l'année d'avant. Traduction, les gens partent moins, mais on en recrute encore beaucoup moins. Le secteur ne licencie pas, il gèle, il arrête de remplacer, il laisse le temps faire ce que les RH n'osent pas nommer. C'est plus propre qu'un plan social, c'est plus lent, c'est plus invisible, et c'est d'une violence sourde que les chiffres ne captent pas tout à fait. Selon le baromètre Numéum KPMG 2025, 42% des ESN estiment que le rebond n'arrivera pas avant le premier semestre 2026. 42%, ce qui veut dire que plus de la moitié ne savent même pas quand ça repartira, ou n'osent pas le dire. Et 84% des dirigeants citent la situation économique de leurs clients comme premier frein. Ce que les communiqués appellent prudence de marché
ressemble, vu d'assez près, à autre chose, à une machine qui tourne encore, mais qui n'alimente déjà plus les mêmes gens. La pyramide qui a fait vivre ce secteur pendant 30 ans ne se remplit plus par la base. Chapitre 2. Du triangle au diamant. La forme a tenu si longtemps qu'on la croyait naturelle. Elle ne l'était pas. Elle tenait à une abondance humaine que la machine commence à rendre trop chère pour rester invisible. Pour comprendre ce qui se déforme, il faut d'abord comprendre la forme. La forme d'une ESN, sa structure profonde, ça a toujours été une pyramide. Large en bas, étroite en haut. En bas, beaucoup de consultants juniors. Au milieu, les chefs de projet, les coordinateurs, les traducteurs. En haut, quelques experts et quelques vendeurs de gravité. Le génie du modèle, c'était le ratio. Un senior en haut vendait une équipe de 8 juniors en bas. La différence entre le coût du junior et son prix de vente, c'était la marge. Et pendant 30 ans, ça a marché. Parce que le junior faisait une grande partie du travail standardisable que l'entreprise ne savait pas encore compresser autrement. Documentation, tests, configuration, support, paramétrage répétitif, tout ce qui est nécessaire, mais découpable. Et c'est là que le sujet humain commence. Parce qu'une pyramide ne s'écroule pas quand le sommet disparaît. Elle s'écroule quand la base cesse d'être économiquement défendable. À ce stade, on pourrait croire qu'on parle encore de structure, de modèle, de théorie. En réalité, le sujet est déjà beaucoup plus concret. Il tient dans une question presque brutale. Combien de bras faut-il encore pour produire la même chose ? À Davos, en janvier 2025, Ravi Kumar, le CEO de Cognizant, a posé les chiffres. Dans une intervention filmée et reprise par la presse, il a dit « 2 millions de lignes de code ont été générées par l'IA pour Cognizant. Environ 30% de notre code. 30% chez un acteur qui emploie plus de 300 000 personnes dans le monde. Et le programme de formation interne, Synapse, a doublé son objectif. Non plus 1 million de personnes à former, 2 millions. Selon Time, dans son classement TimeScent AI 2025, Cognizant ne se contente plus d'expérimenter, il industrialise. Et ce qu'il vit de l'intérieur, les outils le confirment à grande échelle. Selon GitHub, 46% du code produit par les utilisateurs actifs de Copilot provient désormais de ses suggestions. 46%. Ce n'est plus un assistant, c'est presque un co-auteur. Dans une étude contrôlée publiée par GitHub, les développeurs avec Copilot terminent leurs tâches 55% plus vite. Et en entreprise, le temps moyen pour produire un premier pull request est passé de 9,6 jours à 2,4 jours, moins 71%. L'outil compte désormais 20 millions d'utilisateurs selon TechCrunch, 4,7 millions d'abonnés payants, 90% du Fortune 100 l'utilisent. Et quand un développeur junior avec Copilot fait en 1 heure ce qu'un junior sans Copilot faisait en 2 heures et quart, pourquoi en garder 5 quand 3 suffisent ? La base de la pyramide n'est pas licenciée, elle n'est pas virée, elle est rendue surnuméraire par la productivité de ceux qui restent. Ray Wang, analyste chez Constellation Research, a nommé la bascule. En mars 2024, dans un billet intitulé Death to the Pyramid Model, Long Live the Diamond, il a décrit ce qui émerge. Le diamant. C'est la nouvelle forme. Étroit en bas, très peu de juniors. Large au milieu, beaucoup de profils expérimentés, capables de livrer vite, de piloter des outils, de naviguer dans l'ambiguïté. Et étroit en haut, quelques architectes et orchestrateurs qui pilotent à la fois des humains et des machines. Séduisant. Sauf que le diamant a un trou, un angle mort que personne ne veut regarder. Si tu ne recrutes plus de juniors, qui sera senior dans 10 ans. Le senior de 2036, c'est le junior qu'on n'a pas recruté en 2024. Et si personne ne l'a recruté, personne ne l'a formé. Personne ne lui a donné les cicatrices qui font la différence entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui a lu. Le diamant résout le trimestre. Il hypothèque la décennie. Et une décennie, ce n'est pas abstrait. C'est la durée d'une carrière qui décolle ou qui ne décolle jamais. Chapitre 3. 5 étages, 5 destins. Une pyramide qui se déforme, c'est abstrait. Jusqu'au moment où elle passe dans un visage, dans une voix, dans un mail qu'on n'attend plus, dans un métier qui se vide avant même d'avoir disparu. Il y a quelque chose que les chiffres ne montrent pas. Les chiffres disent que la pyramide se déforme, que le recrutement de juniors s'effondre, que la productivité comprime la base. Mais les chiffres ne disent pas ce que ça fait. Ce que ça fait à quelqu'un qui a construit sa carrière dans ce modèle, qui s'est levé un lundi matin avec une promesse simple. Tu entres, tu apprends, tu montes. Le secteur a besoin de bras. Et toi, tu es un bras. Sauf que le bras n'est plus recherché, et que personne ne vient te le dire. Il faut descendre dans l'organigramme. Pas pour faire de la théorie, pour voir les visages, pour entendre les conversations qui n'ont pas lieu en réunion, pour comprendre ce que le tri silencieux fait, concrètement, à ceux qui le vivent. 5 profils, 5 étages de la pyramide qui se déforment. Aucun n'est un cas isolé. Les prénoms sont changés, les mécaniques, non. Chacun représente des milliers de consultants, en France et ailleurs, qui vivent exactement la même chose en ce moment. Sophie a 42 ans, consultante AMOA dans une ESN française de taille moyenne,
8 ans d'expérience. Son métier, c'est la traduction, pas entre deux langues, entre deux mondes. D'un côté, le métier, le directeur financier qui veut un reporting consolidé, la responsable supply chain qui dessine ses flux à la main sur un tableau blanc. De l'autre côté, l'IT, le développeur qui a besoin de spécifications, l'architecte qui veut des cas d'usage structurés. Sophie, c'est le pont. Elle écoute, elle reformule, elle structure, elle écrit le cahier des charges, les user stories, les comptes rendus d'atelier, les matrices de priorisation. Pendant 8 ans, c'était un travail indispensable, parce que le métier ne sait pas parler à l'IT, et l'IT ne sait pas écouter le métier. Sophie savait faire les deux. Et puis quelque chose a changé. Le client de Sophie, un grand groupe industriel, a commencé à utiliser un assistant IA en interne, un outil branché sur ses référentiels, capable de générer un premier draft de cahier des charges à partir d'une description en langage naturel. Le directeur financier tape son besoin, l'outil produit un document structuré en 20 minutes, avec des user stories, des critères d'acceptation, un premier découpage fonctionnel. Ce n'est pas parfait, il y a des approximations, des cas limites mal traités, mais c'est un premier jet, et ce premier jet fait une grande partie du travail que faisait Sophie. Un vendredi après-midi, en comité de pilotage, le client a posé la question, poliment, presque avec gêne. « Sophie, on vous adore, vous êtes formidable, mais on a un outil qui nous sort un premier draft en 20 minutes. On aimerait comprendre ce que vous ajoutez au-dessus, et combien ça vaut. » Sophie n'a pas su répondre tout de suite, pas parce qu'elle n'ajoute rien, elle ajoute du contexte, de la nuance, la connaissance des gens, des processus, des pièges politiques. Mais comment on chiffre ça ? Comment on défend 650 € par jour pour de la relecture augmentée ? Le problème de Sophie n'est pas qu'elle est incompétente. Le problème, c'est qu'elle est coincée. Trop cher pour du volume. Le client ne va pas payer un TJM de consultante senior pour corriger des drafts d'IA. Pas assez technique pour du premium. Elle ne code pas. Elle ne connaît pas les architectures de modèles. Elle ne sait pas piloter un agent. Elle est dans le no man's land du consulting. Et ce no man's land est bondé. Il y a des milliers de Sophie en France. Des consultants AMOA, des chefs de projet fonctionnels, des analystes métiers, des coordinateurs de transformation, des gens qui ont construit leur valeur sur la capacité à traduire, dans un monde où la traduction commence à s'automatiser. Sophie n'a pas été licenciée, sa mission a été renouvelée, mais avec un périmètre réduit et un tarif renégocié. Elle a été rendue optionnelle, et dans le monde des ESN, optionnel veut presque toujours dire en sursis. Maintenant, prenez Karim. Karim a 46 ans, architecte cloud et sécurité, 12 ans d'expérience dont 7 dans la même ESN. Il a une particularité, il a traversé 3 cycles technologiques sans jamais être en danger. La virtualisation, le cloud public, maintenant l'IA. À chaque cycle, son profil a pris de la valeur, parce que Karim ne fait pas les choses que l'IA sait faire, il fait des choses que l'IA ne peut pas faire. Il connaît les systèmes par cœur, les dépendances cachées, les raisons historiques pour lesquelles tel flux passe par tel chemin, les risques que personne n'a documentés, les points de fragilité que seul quelqu'un qui a vécu 3 incidents majeurs peut identifier. Son savoir n'est pas dans un document, il est dans ses cicatrices, et ça, aucun modèle ne le compresse. L'IA est son exosquelette, pas son concurrent. Elle lui génère des scripts de déploiement en quelques secondes. Elle lui scanne des configurations, elle lui propose des architectures qu'il valide, corrige, affine. Il fait en une journée ce qui lui prenait 3 jours. Son TJM a pris 15% en 1 an. Il refuse des missions. Il n'a jamais eu autant d'appels de recruteurs. Karim est du bon côté de la fracture. Maintenant, prenez Léa. Léa a 25 ans, développeuse, 2 ans d'expérience. Sortie d'école en 2023, recrutée dans une ESN mid-market, staffée immédiatement sur un projet de développement web. Léa code avec Copilot depuis le premier jour. Elle n'a jamais codé sans. C'est comme demander à un pilote de ligne s'il sait voler sans instrument. En théorie, oui. En pratique, il ne l'a jamais fait. Avec Copilot, Léa est productive, très productive. Elle génère du code à la vitesse d'une développeuse de 5 ans d'expérience. Elle complète des fonctions en quelques secondes. Elle structure des tests unitaires sans y penser. Son manager est impressionné. Les métriques sont bonnes. Mais il y a un mais. Quand le code plante, quand il y a un bug subtil, une erreur de logique que Copilot a introduit en silence. Léa ne comprend pas toujours pourquoi. Elle n'a pas construit l'intuition que les développeurs d'avant acquéraient en écrivant chaque ligne à la main, en déboguant pendant des heures, en comprenant, dans la douleur, comment une boucle fonctionne, pourquoi une requête est lente ou le modèle de données a un défaut structurel. Son manager hésite. Est-ce que Léa est un levier ou une bombe à retardement ? Est-ce qu'il a recruté quelqu'un de très productif ou quelqu'un de très rapide à produire des erreurs invisibles ? Karim et Léa.
le haut et le bas qui montent. L'expert profond monte parce qu'il comprend ce que la machine ne voit pas. Le junior augmenté monte parce qu'il fait corps avec la machine. Mais entre les deux, il y a un étage entier qui ne monte pas. Un étage où personne ne crie, où personne ne célèbre, où les gens continuent de venir au bureau en se demandant si quelqu'un a remarqué qu'ils étaient encore là. Et c'est là que vivent Philippe et Youssef. Philippe a 51 ans, directeur de projet dans une grande ESN française, 15 ans de boîte. Il connaît tout le monde, les clients l'aiment bien, il a le sens politique, le sens du timing, la capacité à désamorcer un conflit en comité de pilotage d'une phrase bien placée. Pendant 15 ans, son métier était clair. Il recevait un périmètre, il constituait une équipe, 8 personnes, 10, parfois 12, il distribuait le travail, il vérifiait l'avancement, il gérait les égos, il protégeait ses équipes des demandes impossibles, il tenait le planning. Philippe était un chef d'orchestre d'humains, et il était bon. Puis progressivement, son orchestre a changé de composition. D'abord, on lui a retiré 2 juniors, pas remplacés. L'IA fait le travail, lui a dit son directeur de practice. Puis on lui a donné accès à des agents. Un agent de génération de documentation, un agent de test automatisé, un agent de suivi d'anomalies. Son équipe est passée de 12 personnes à 6 humains et 3 agents. Un jeudi matin, en comité de suivi, l'un des agents sort un document propre, trop propre. Un faux sentiment de clarté. Le client hoche la tête, 2 managers disent oui. Philippe, lui, sent qu'il y a quelque chose de faux, mais il ne sait pas encore où. Il relit, il hésite, il perd quelques secondes de trop. Et dans ces quelques secondes, il comprend ce que son métier est devenu. Le problème, c'est que piloter un agent, ce n'est pas piloter un humain. Un humain, tu lui expliques le contexte une fois, il comprend, il adapte. Un agent, tu lui donnes un prompt, il exécute. Mais il ne te dit pas quand il se trompe. Il ne lève pas la main pour dire « Attends, le client a changé d'avis, il faut réorienter ». Il ne sent pas la tension dans la salle. Philippe doit maintenant faire 2 choses en même temps. Manager des humains, avec tout ce que ça implique d'émotionnel, de politique, de subtil, et orchestrer des machines, avec tout ce que ça implique de technique, de précis, de rigide. Personne ne l'a formé à ça. Il n'y a pas de fiche de poste pour ce rôle, pas de parcours balisé. On lui a juste dit « Voilà tes nouveaux outils, adapte-toi ». Et puis il y a Youssef. Youssef a 33 ans, consultant SAP fonctionnel, 6 ans d'expérience. La promesse à l'entrée, tu es SAP, tu auras toujours du travail. Et pendant 4 ans, c'était vrai. Le marché SAP était tendu. Les migrations S4HANA explosaient. Les clients cherchaient des profils capables de comprendre les flux métiers, de configurer les modules, de faire le lien entre le monde et le nouveau. Youssef faisait ça très bien. Et puis le marché a basculé. Pas d'un coup, par touche. D'abord, un client a demandé un profil SAP plus IA. Quelqu'un capable non seulement de configurer S4HANA, mais aussi de brancher un modèle de prédiction sur les flux financiers. Youssef ne savait pas faire. Pas grave, s'est-il dit. Cas isolé. Puis un deuxième client, puis un troisième. Puis l'appel d'offres qui devait être pour lui est allé à un freelance qui avait SAP plus Python plus une certification Azure AI. Youssef est en intercontrat depuis 4 mois. 4 mois à se connecter le matin, à regarder les offres internes, à envoyer des mails au staffing, à attendre une réponse qui ne vient pas, ou qui vient, mais pour une mission en dessous de son niveau, dans une ville où il ne veut pas aller. L'ESN lui a proposé une formation. 40 heures de e-learning sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Youssef les a faites, consciencieusement. Il a obtenu son badge. Il l'a mis sur LinkedIn. Et rien n'a changé. Parce que 40 heures de module en ligne ne transforment pas un consultant SAP fonctionnel en profil IA. Elle donne un vocabulaire, pas une compétence, un badge, pas une mission. Youssef n'a pas été licencié. Son CDI est intact. Son salaire tombe chaque mois, mais il coûte. Et dans une ESN, le coût d'un intercontrat se voit. Le tri silencieux, ça ressemble à ça. Pas de convocation, pas de lettre recommandée, pas de plan social. Juste un staffing qui t'oublie, un commercial qui ne décroche plus son téléphone pour toi, un renouvellement qui ne vient pas, et un freelance, quelque part, avec le bon mix de compétences, qui prend la mission que tu aurais dû avoir. 5 étages, 5 histoires, un seul mouvement, et personne ne vient vous dire à quel étage vous êtes. Chapitre 4. Le mirage du reskilling. On promet des ponts, des parcours, des secondes vies. Mais entre le badge obtenu et le métier sauvé, il y a un vide. Et c'est souvent dans ce vide que les carrières se perdent. Il y a un mot qui revient dans toutes les présentations, dans tous les communiqués de presse, dans tous les discours de dirigeants de SN quand on leur demande ce qu'ils font pour leurs gens. Ce mot, c'est formation. On forme, on upskill, on reskill, on prépare l'avenir. Et dans beaucoup d'entreprises, ce mot a fini par tenir lieu de réponse avant même qu'on ait regardé la question en face. Les chiffres sont vertigineux. Selon Communications Today, qui a compilé les déclarations des 3 géants indiens, TCS, Infosys et Wipro ont formé ensemble 775 000 employés à l'intelligence artificielle
artificielle générative sur leur exercice 2023-2024, 775 000. TCS, 300 000. Infosys, 250 000. Wipro, 225 000. Cognizant vise 2 millions de personnes à former via son programme Synapse, selon Time. Et Accenture. Selon ses résultats FY25 repris par CIO Dive, Accenture a formé plus de 550 000 employés aux fondamentaux de l'intelligence artificielle générative. Plus d'1 demi-million de personnes. Les nombres sont tellement grands qu'on finit par les prendre pour une preuve. Mais une preuve de quoi? Regardons de plus près. Formés à quoi exactement? Les programmes phares, c'est souvent 40 heures de contenu en ligne. Du contenu sérieux, bien structuré, parfois co-développé avec des universités de premier plan. Mais 40 heures, c'est une semaine de travail. Une seule. Pour changer de métier? Pour passer de consultant fonctionnel à orchestrateur IA? Pour transformer un profil AMOA en architecte de prompt? 40 heures, ça donne un vocabulaire, pas une compétence. Ça donne un badge LinkedIn, pas une mission. Ça donne un mail automatique qui dit « Congratulations » et rien derrière. Le badge rassure le manager. Il ne sauve pas forcément la personne. Le Forum économique mondial a posé le diagnostic en janvier 2025. Dans son rapport Future of Jobs, basé sur un sondage de plus de 1000 employeurs représentant 14 millions de travailleurs dans 55 pays, les chiffres sont nets. 92 millions d'emplois seront déplacés d'ici 2030. 170 millions seront créés. Solde net positif, 78 millions. Le monde ne manquera pas de travail, il manquera de gens capables de faire le nouveau travail. 85% des employeurs disent vouloir former leurs équipes. Près de 40% des compétences professionnelles vont changer. Et 63% des entreprises citent le déficit de compétences comme le premier obstacle à leur transformation. Tout le monde veut former. La question est former à quoi, à quelle vitesse et avec quels résultats mesurables? Parce que l'obsolescence, elle, ne ralentit pas. Selon le Global AI Jobs Barometer 2025 de PwC, les compétences dans les métiers exposés à l'intelligence artificielle changent 66% plus vite que dans les autres métiers, 2,5 fois plus vite que l'année précédente. L'obsolescence elle-même accélère. Ce n'est pas un rythme constant, c'est une courbe. Et la courbe ne demande pas si tu as fini ta formation. Pour comprendre ce que cette courbe fait à une vie, il faut revenir à un visage. Revenons à Sophie. Sophie a été formée aux méthodes d'analyse fonctionnelle en 2016. Elle a affiné sa pratique pendant 8 ans. Ses réflexes sont rodés, ses templates sont au point. Sa manière de conduire un atelier, de structurer un cahier des charges, de prioriser des exigences, tout ça, c'est du muscle. Sauf que le muscle a été entraîné pour un sport qui change de règles. Sophie court sur un tapis roulant qui accélère. Elle peut courir plus vite, mais le tapis aussi. Et le tapis ne se fatigue pas. Alors posons la question frontalement. Peut-on reconvertir Sophie en 6 mois? Pour un bootcamp junior qui part de 0 à 25 ans, sans identité professionnelle rigide, 6 mois intensifs peuvent suffire pour amorcer un virage. Pas une expertise, mais un début. Avec de la pratique quotidienne, des bugs, des erreurs, de l'apprentissage par la douleur, il faut compter 1 an pour être réellement productif. Et pour une expertise véritable, celle qui permet de challenger un choix de modèle ou de sentir qu'un pipeline va casser, 2 ans, minimum. Sophie n'a pas 2 ans. Le marché ne l'attendra pas 2 ans. Mais le problème de Sophie n'est pas seulement le temps, c'est la nature de ce qu'on lui demande. Sophie s'est construite comme traductrice. Son identité professionnelle, c'est de comprendre le métier et de le reformuler pour l'IT. Devenir orchestratrice IA, ce n'est pas ajouter une compétence, c'est changer la manière dont elle pense. Passer d'une logique de livrable à une logique de système, d'une posture de traduction à une posture de pilotage, d'un monde où tu écris un cahier des charges à un monde où tu paramètres un agent qui le fait pour toi et où tu dois vérifier qu'il ne raconte pas n'importe quoi. Les compétences techniques, oui, ça s'apprend, mais l'identité professionnelle ne se télécharge pas, les réflexes ne se mettent pas à jour en 40 heures, la posture ne change pas avec un badge. Le vrai clivage n'est pas entre ceux qui savent coder et ceux qui ne savent pas. C'est entre ceux qui savent apprendre à cette vitesse et les autres. Et ce clivage ne suit pas les lignes de l'organigramme, il les traverse. Former, c'est cocher une case. Reconvertir, c'est changer une vie. Le premier se mesure en modules complétés. Le second ne se mesure pas. Alors on ne le mesure pas. Et on continue d'annoncer des chiffres à 6-0 en espérant que personne ne demandera combien de Sophie sont réellement devenus autre chose. Chapitre 5. Embaucher et licencier en même temps. 2 files avancent dans le même couloir. L'une entre, l'autre sort. Ce n'est pas une contradiction. C'est le marché qui a cessé de vouloir les mêmes gens au même endroit. Voici un paradoxe qui résume mieux que tout le reste ce qui se passe dans le secteur du service en 2026. Les plus grands acteurs du conseil et de l'IT embauchent et licencient en même temps, non pas parce qu'ils sont incohérents, mais parce qu'ils ne font pas entrer et sortir les mêmes gens. Imaginez un couloir, 2 files,
L'une avance vers les badges d'accès, les projets IA, les nouveaux budgets. L'autre marche vers la sortie, plus discrètement, sans bruit, presque sans scène. Les deux se croisent, elles ne se regardent pas. Accenture. Selon Business Insider et les résultats FY25 du groupe, Accenture a formé plus de 550 000 employés à l'intelligence artificielle générative. Le groupe a doublé ses profils data et IA, passant de 40 000 à 77 000 en 2 ans. Et dans le même mouvement, il a licencié 11 000 personnes. 11 000 personnes jugées non reconvertibles, dans le cadre d'un programme de restructuration de 865 millions de dollars. La CEO, Julie Sweet, l'a dit sans détour lors de la présentation des résultats FY25 en septembre 2025. En substance, nous accélérons la sortie des profils pour lesquels le reskilling, d'après notre expérience, n'est pas un chemin viable vers les compétences dont nous avons besoin. Il faut entendre chaque mot de cette phrase, pas viable, d'après notre expérience. Le reskilling n'est pas un chemin pour tout le monde. Et quand une entreprise de 780 000 personnes dit ça publiquement, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un signal de marché. Accenture ne dit pas « nous n'avons pas essayé ». Accenture dit « nous avons essayé » et pour 11 000 personnes, ça n'a pas marché. McKinsey raconte la même histoire autrement. Selon Management Consulting, qui a analysé les mouvements du cabinet, McKinsey est passé d'environ 45 000 à 40 000 employés en 18 mois. Non pas par un licenciement massif spectaculaire, par quelque chose de plus discret, de l'attrition, du non-remplacement, des cycles de performance resserrés, et 1400 suppressions de postes en back-office dès 2023. Ce détail compte, parce qu'il dit que le mouvement ne touche pas seulement les géants du delivery, il touche aussi le cœur du conseil. Les postes qui partent, recherche interne, analyse de marché, reporting, mise en forme. Les postes qui montent, ingénierie IA, déploiement d'agents, intégration de modèles dans des workflows métiers. C'est la même chaise, mais pas le même humain. Et il n'y a pas de passerelle entre les deux, pas de pont, pas de programme de 6 mois qui transforme un analyste de marché en ingénieur IA. Il y a un saut, et la plupart des gens ne sautent pas par paresse, pas par refus, parce que le saut demande un changement de nature, pas un ajustement, pas un complément. Un changement de ce que tu fais, de comment tu penses et de ce que tu es capable de produire. Dans un même couloir, 2 fils se croisent. L'une entre, l'autre sort. Elles ne se regardent pas. Les entreprises n'ont pas arrêté d'investir dans les gens. Elles ont juste changé de gens et laissé les autres comprendre seuls qu'ils n'étaient plus les bons. Chapitre 6. Le licenciement préventif. Ce qui coupe n'est pas toujours ce qui marche. Parfois, il suffit qu'une promesse de machine entre dans la pièce pour que l'humain commence déjà à reculer. Il y a un article que je voudrais qu'on lise ensemble, pas en entier, juste le titre. Et le titre suffit. Harvard Business Review, 29 janvier 2026. Le titre: les entreprises licencient à cause du potentiel de l'IA, pas à cause de sa performance. Rien que ça, c'est déjà une gifle. Et il faut peut-être s'arrêter une seconde avant d'aller plus loin. Parce qu'à partir de là, le travail change de statut. Il n'est plus seulement ce que vous faites, il devient ce qu'on imagine qu'une machine pourrait peut-être faire à votre place. L'étude, menée auprès de 1006 dirigeants dans le monde, dit une chose simple et dérangeante. L'IA est bien derrière certaines suppressions de postes. Mais ces suppressions sont presque entièrement anticipatoires. On coupe avant de savoir si la machine peut faire le travail. On comprime préventivement. On réduit par précaution. Les CEO de Ford, d'Amazon, de Salesforce, de JP Morgan ont tous déclaré publiquement que des emplois white-collar allaient disparaître dans leurs entreprises. Aucun n'a encore prouvé que l'IA les remplaçait effectivement. Mais la prophétie suffit. Parce que dans un monde de marché financier, d'attentes d'analystes et de pression trimestrielle, l'intention de productivité vaut presque autant que la productivité elle-même. Le consultant n'est pas remplacé par une machine. Il est remplacé par l'idée d'une machine. Et il y a un mémo qui dit la même chose, mais du côté client. En avril 2025, Toby Lütke, le CEO de Shopify, a écrit un mémo interne qu'il a ensuite publié lui-même sur X, selon Slator et le MIT. Un mémo dont chaque phrase pèse. La phrase clé, telle que rapportée par Slator et le MIT, avant de demander plus de personnel ou de ressources, les équipes doivent démontrer pourquoi elles ne peuvent pas atteindre leur objectif avec l'IA. Démontrer, pas suggérer, pas évaluer, démontrer. La charge de la preuve a changé de camp. Ce n'est plus à l'IA de prouver qu'elle peut faire le travail, c'est à l'humain de prouver que l'IA ne peut pas le faire. Et Lütke a ajouté une phrase que je n'arrive pas à oublier. L'utilisation réflexive de l'IA est désormais une attente de base chez Shopify. Ceux qui refusent d'apprendre stagnent, et la stagnation est un échec au ralenti. Ce n'est pas une ESN qui parle, c'est un client. Un client qui dit à ses propres équipes:
Prouvez-moi que vous avez besoin d'un humain. Imaginez ce que ce même client dit à son prestataire. Et c'est là que ça devient très concret pour les ESN. Quand un client décide de ne pas renouveler une prestation, ce n'est pas toujours parce qu'il a un outil qui fait mieux. C'est parfois parce qu'il croit qu'il en aura un bientôt. Il anticipe, il réduit, il met en pause. Dans les ESN, ça ne s'appelle pas un licenciement. Ça s'appelle un intercontrat qui s'allonge, un appel d'offres reporté, un budget gelé, une mission qui ne démarre jamais. Le consultant reste sur le bench, le commercial ne le staffera pas, et personne ne prononce le mot IA. On dit « le contexte est difficile », on dit « les clients arbitrent », on dit « c'est cyclique ». Mais ce n'est pas cyclique, c'est structurel. Seulement, le mot structurel fait peur. Alors on dit cyclique, et on attend. Le pire, ce n'est pas d'être remplacé, c'est de ne pas savoir par quoi. Par une machine qui marche, par une machine qui pourrait marcher, ou par un tableur de direction qui a coché, quelque part, la case « Potentiel IA » en face de votre ligne. Chapitre 7. La transparence qui vient. L'opacité a longtemps tenu l'édifice comme un mortier discret. Quand elle se fissure, ce n'est pas seulement la paix qu'on voit mieux. C'est tout le vieux pacte qui commence à craquer. On a parlé de l'IA, on a parlé du client qui reprend des couches, on a parlé de la pyramide qui se déforme, on a parlé de la formation qui ne reconvertit pas, mais il y a un autre front, un front réglementaire qui avance sans bruit et qui va frapper exactement là où le modèle ESN est le plus vulnérable. La directive européenne 2023-970, transparence des rémunérations. Proposée par Helena Dalli, commissaire européenne à l'égalité, votée au Parlement européen le 30 mars 2023 par 427 voix pour, 79 contre, 76 abstentions, selon les données compilées par COFAS EU et KPMG. Adoptée par le Conseil le 24 avril 2023. Transposition en droit national prévue avant le 7 juin 2026. La France, en ce mois de mars 2026, est déjà en retard. Les Pays-Bas ont officiellement annoncé, selon Ogletree, qu'ils ne tiendraient pas la deadline. La Belgique n'a transposé que partiellement pour la seule fédération Wallonie-Bruxelles, selon le tracker de Sind.io. Mais le retard ne change pas la direction. Le texte est voté, le cadre est posé, et ce qu'il contient va changer la conversation à l'intérieur des ESN. Que change cette directive ? 4 choses, et il faut les entendre, non pas comme des obligations juridiques, mais comme 4 petites fissures dans le même mur. Premièrement, chaque offre d'emploi devra afficher une fourchette de rémunération, avant l'entretien, pas après, pas à la discrétion du recruteur, obligatoirement. Deuxièmement, chaque salarié pourra demander à connaître la rémunération moyenne des collègues occupant un poste identique ou de valeur égale, ventilé par genre. L'employeur devra répondre. Troisièmement, des entreprises de plus de 100 salariés devront publier un reporting sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Si l'écart dépasse 5% sans justification objective, évaluation conjointe obligatoire avec les représentants du personnel. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus explosif dans le monde des ESN, les clauses de confidentialité salariale seront interdites. Interdites. Le consultant pourra parler de son salaire à ses collègues légalement, sans risque. La directive ne publie pas le TJM, elle ne révèle pas directement la marge. Le client ne verra pas l'écart entre ce qu'il paie et ce que touche le consultant. Mais elle donne au consultant la moitié de l'équation. L'autre moitié, le TJM, il la connaît déjà. Tout le monde la connaît. Ça circule, ça se dit, ça se devine. Quand Sophie saura officiellement qu'elle gagne 44 000 € par an et qu'elle pourra calculer qu'elle est facturée environ 130 000 € au client, la question ne sera plus « est-ce que je reste ?» La question sera « pourquoi je suis resté si longtemps ?» La loi ne publie pas toute la marge. Elle publie juste assez pour que le silence commence à coûter plus cher que l'aveu. Et ça nous amène au nouveau pacte, parce qu'il y a un deal dans les ESN, un deal implicite, qui a tenu pendant 20 ans et qui est en train de se réécrire, en silence, sans annonce, sans négociation. L'ancien deal ressemblait à ceci. Tu entres, on te forme un peu, on te staffe vite, tu apprends sur le terrain, tu montes, junior, puis confirmé, puis senior. Si tu restes fidèle, on te garde, on t'augmente un peu, on te donne des missions intéressantes, on te protège des aléas du marché. Le CDI était la colonne vertébrale, pas juste un contrat de travail, un contrat de confiance. Le nouveau pacte est muet. L'ESN te donne des outils, des accès à des plateformes de formation, des licences copilotes, des modules,
et elle attend que tu te transformes, par toi-même, avec les moyens fournis. Si tu y arrives, si tu montes en gamme, si tu passes de fonctionnel à hybride, de support à orchestration, tu restes dans le jeu. Tu seras staffé, tu seras augmenté, tu seras promu. Si tu n'y arrives pas, personne ne te le dira. Il n'y aura pas de réunion, pas de plan d'accompagnement, pas de conversation franche. Il y aura juste le bench, l'espace entre deux missions qui s'allongent. Le manager qui ne répond plus tout à fait pareil. Le signal est là, mais le signal est faible, et il faut savoir le lire. Le CDI reste, le salaire tombe, mais la mission ne vient plus. C'est un contrat sans contenu, une coquille juridique autour d'un vide opérationnel. Et les meilleurs partent, les architectes cloud, les experts cybersécurité, les développeurs IA, les profils qui savent qu'ils valent plus seuls qu'encadrés. Ils partent parce qu'ils peuvent, parce que le marché les veut, parce que la différence entre ce qu'ils touchent en ESN et ce qu'ils pourraient facturer en freelance est devenue trop visible pour être ignorée. Et quand les meilleurs partent, ce qui reste, c'est une ESN qui perdu ses forces vives, un logo, une capacité commerciale, mais des bancs de plus en plus peuplés et des missions de plus en plus dures à tenir. Le tri ne sélectionne pas seulement ceux qui montent, il pousse dehors ceux qui devraient rester, par le haut. Les meilleurs partent parce qu'ils peuvent, par le bas, les moins adaptés restent parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Et l'ESN se retrouve avec le creux du milieu. L'opacité n'est pas supprimée par la loi, elle est rendue intenable. Et dans un secteur où l'opacité tenait encore une partie du prix, c'est un tremblement de terre au ralenti. Chapitre 8. Les gens avant les modèles. Les modèles bougent vite, les organigrammes un peu moins. Les vies, elles, payent tout de suite. Et c'est toujours sur les gens que l'histoire finit par retomber. On a allumé la lumière dans la journée vendue. On a fait les comptes de la marge. On est passé de l'autre côté de la table, chez le client. Et aujourd'hui, on a descendu l'escalier jusqu'aux gens. Pas les chiffres de l'emploi, les gens derrière les chiffres. Sophie, la consultante, qui a été rendue optionnelle par un outil que son propre client utilise mieux qu'elle. Karim, qui n'a jamais eu autant de valeur parce que ses cicatrices valent plus que n'importe quel modèle. Léa, qui produit à une vitesse impressionnante, mais qui n'a peut-être pas encore les fondations pour comprendre ses propres erreurs. Philippe, qui pilote un orchestre dont la moitié des instruments sont des machines, sans partition. Et Youssef dont l'intercontrat a duré 6 mois. 6 mois sans mission, sans perspective, sans conversation franche. Jusqu'au mardi matin où il a signé une rupture conventionnelle. Soulagé de sortir d'un purgatoire qui n'avait pas de nom. Et là, honnêtement, il y a une partie de moi qui résiste à sa propre analyse. Parce que j'ai vécu dans ce monde. Parce que je sais que l'épaisseur dont je parle depuis 4 épisodes, elle tenait aussi des choses debout. Des systèmes, des projets, des gens, des équilibres. La pyramide n'était pas juste une machine à marge, c'était aussi un lieu de formation, un lieu où on apprenait un métier, où un junior devenait senior, où les erreurs avaient un coût supportable parce que quelqu'un au-dessus les absorbait. Supprimer l'épaisseur sans comprendre ce qu'elle portait, c'est aussi un risque. Le risque de tous ceux qui croient que la vitesse remplace la mémoire. Mais reconnaître cela ne change pas le diagnostic. Cela le rend juste plus complet. L'ancien monde avait ses raisons. Le nouveau n'en a pas besoin pour avancer. Les deux choses sont vraies en même temps. Et c'est exactement ce qui rend le moment si difficile à vivre pour ceux qui sont dedans. Alors il faut poser les vraies questions. Et les poser maintenant. Pas au prochain séminaire stratégique. Pas dans un keynote. Dans le vrai. Quelle part de vos équipes repose encore sur des compétences compressibles ? Quelle part de votre formation produit des badges et quelle part produit des transformations réelles ? Qui, dans vos effectifs, court plus vite que le tapis et qui ne le sait pas encore ? Ce diagnostic ne se fait pas dans un communiqué. Il se fait dans le vrai PNL, dans la vraie structure d'équipe, dans la vraie composition du bench, dans la vraie répartition entre ceux qui montent et ceux qui attendent. Derrière les chiffres, il y a des gens. Des consultants qui se demandent ce qu'ils vaudront dans 3 ans, des managers qui ne reconnaissent plus leur propre métier, des juniors qui n'ont jamais connu le monde d'avant et qui ne savent pas encore si c'est une force ou une fragilité. Ce ne sont pas des lignes dans un tableau, c'est une angoisse. Et elle mérite qu'on la regarde en face. Si les humains changent, si le tri est déjà en cours, si la pyramide ne se remplit plus, si les meilleurs partent et que les plus exposés restent sans boussole, alors les modèles d'entreprise qui portent ces gens doivent changer aussi. Pas après, maintenant. Certaines ESN ont trouvé leur forme, d'autres cherchent encore, et le temps, lui, ne cherche plus. Il y a des matins où rien ne semble avoir changé. Les mêmes bureaux, les mêmes calls, les mêmes comités, le même badge autour du cou.
le même laptop posé au même endroit. Et pourtant, sous la table, la valeur a déjà bougé. L'intelligence artificielle ne demande pas aux ESN si elles veulent changer. Elle demande à chaque personne, à chaque étage, à chaque bureau, combien de temps encore ta valeur tiendra sans toi. Et cette question-là, elle a déjà commencé à recevoir des réponses. Vous écoutiez Le Centre de Gravité. Cet épisode s'appelait Les humains du service. Dans le prochain épisode, les survivants.